exclusivité qui nous a interpellés en fait. Reuters, donc nos confrères ont plusieurs sources au sein du Kremlin, dans l'entourage de Vladimir Poutine, qui nous disent, je vais vous le lire, le président russe Vladimir Poutine est prêt à mettre un terme à la guerre en Ukraine grâce à un cessez-le-feu négocié qui reconnaît les lignes actuelles du champ de bataille. C'est ce que disent donc 4 sources, non pas 3, pardon, 4 sources à Reuters. L'Occident ne répond pas pour le moment. D'après ces sources-là, en tout cas pour 2 d'entre elles, Poutine estime que les progrès réalisés jusqu'à présent dans la guerre sont suffisants pour vendre une victoire au peuple russe. Il y a d'autres extraits que je vous donnerai tout à l'heure. Nos confrères de Reuters, ils savent travailler, Samantha. Donc la question est de savoir pourquoi, dans l'entourage de Vladimir Poutine, on donne ces informations-là. Est-ce que c'est crédible déjà? Et si oui, pourquoi? Alors, je pense que les informations ont été données et que si elles ont été rapportées par les confrères de Reuters, c'est que la source était crédible. Et la question est de savoir pourquoi. Parce que c'est très peu probable que quelqu'un dans l'entourage propre de Poutine ait parlé à des journalistes de Reuters sans une autorisation. Ils ne l'ont pas fait comme ça. Ce ne sont pas des taupes qui révèlent des secrets d'État. Et donc, plus loin dans l'article, et le même ton se fait entendre par des commentateurs russes, c'est que Poutine est arrivé à un point où il sait que pour continuer la guerre, il faudra une nouvelle vague de mobilisation. Et ça, il ne le veut pas. Et qu'il y a une certaine fatigue, il y a même une fatigue au sein du gouvernement russe, de l'état-major, du ministère de la Défense et du Kremlin. Et un sentiment que cette guerre en Ukraine doit se terminer un jour ou l'autre. Et donc, pourquoi est-ce qu'il le fait maintenant? Pourquoi est-ce que c'est fait maintenant? Eh bien, dans quelques semaines, nous aurons la conférence de paix en Suisse. C'est pour mettre plus de pression sur Zelensky et c'est surtout pour faire porter le dos d'une éventuelle, de quelque échec que ce soit, sur le dos des Occidentaux pour dire voilà, nous sommes prêts à négocier. Finalement, c'est vous qui êtes des Occidentaux imbéciles qui ne voulez pas négocier, sans non plus parler de toutes les échéances électorales en Europe, aux États-Unis, et aussi le potentiel feu orange des Américains pour aller frapper en Russie, après le feu vert des Britanniques et l'ambiguïté stratégique très française qui continue aussi sur l'utilisation des armes françaises. Ça veut dire que ça pourrait avoir fonctionné un peu. Ce qu'on se trouve vraiment, il y a clairement une fébrilité à Moscou. Ce qui se passe au ministère de la Défense et dans les chefs d'état-major, c'est pas du tout anodin. Ouais. Mais c'est fait de telle façon à ce que ça reste non officiel, avec toute la possibilité de nier que ça ait eu lieu, mais pour remettre sur le dos de l'Occident une éventuelle non-volonté de négocier. Oui, parce que Arlette Chabot, c'est pas nouveau que Poutine dise à tout le monde qu'il veut négocier. Là, le seul problème, c'est qu'il veut négocier dans ses propres termes, c'est-à-dire donnez-moi ce que je veux et on sera d'accord. C'est-à-dire une réduction de l'Ukraine, pour faire simple. Voilà, c'est ça. Alors, parce que hier, on se disait, de toute façon, il se passera rien avant, il a aucun intérêt à négocier avant la présidentielle américaine, il a tout intérêt à attendre pour voir si éventuellement Trump arrive au pouvoir ou pas. Là, effectivement, sur les 4 sources citées par Reuters, il y en a 3 qui disent qu'il a compris que toute nouvelle avancée spectaculaire nécessiterait d'aller refaire une autre mobilisation, ce qu'il ne veut pas, parce que la dernière fois qu'il l'a fait, il a perdu en popularité. C'est ce qu'ils expliquent dans le papier de Reuters. Et il serait prêt à se contenter des terres dont il dispose actuellement et à geler le conflit sur les lignes de front actuelles, ce qui ne veut pas dire un règlement du conflit. Quand on gèle le conflit, ça ne veut pas dire qu'on l'a réglé. Mais donc, il y a quelque chose Alors voilà, est-ce que c'est effectivement la pression mise, notamment par l'ambiguïté stratégique de la France, par le feu orange, comme le disait Samantha très bien, du gouvernement américain et ce genre de choses qui pourraient commencer à porter fruit, ou tout simplement c'est un peu de l'enfumage? De toute façon, il a intérêt, ou ce qu'il veut depuis longtemps, c'est apparaître comme l'homme qui désire la paix, au fond. Puisqu'ici on reprend toute l'histoire, il va il va au secours des populations russophones maltraitées par le pouvoir nazi effectivement de Kiev. Ensuite, il est attaqué aujourd'hui par l'Occident, par l'OTAN, il se défend, mais lui,
et il est prêt à la paix. Ça fait plusieurs semaines aussi qu'à Moscou, on reparle beaucoup de cette conférence qui avait eu lieu dans les semaines, qui avait, après le conflit en 2022 en Turquie, Ankara, et qu'on était très très près de cet accord et qu'il aurait pu être signé. Et que malheureusement, effectivement, alors après, sur pression de Boris Johnson, mais en tout cas, Zelensky a refusé d'aller plus loin, de faire le dernier pas qui aurait permis de conclure la paix. Ça ressort régulièrement. Il y a effectivement la réunion qui aura lieu dans on est bientôt fin mai, donc dans quelques jours, on peut le dire maintenant, en Suisse. On parlera aussi de paix. Donc, et face au monde, au sud global et à la Chine, il a intérêt à montrer que c'est l'homme qui veut la paix. Voilà, après, ça n'engage à rien, outre les raisons intérieures qu'il peut avoir, de se montrer comme celui qui est prêt à discuter, alors que l'Ukraine est intraitable. Et il y a quelques jours, on avait ressorti, vous savez, dans ce fameux plan, c'était non à l'adhésion à l'OTAN, mais oui à l'entrée dans l'Union européenne. Donc tout est remis sur la table. Et ça tombe à un bon moment, juste avant cette conférence de Suisse. Mais justement, Catherine, est-ce qu'il faudrait pas analyser aussi... Alors, ce sont 4 sources, on nous dit que ce sont des sources proches de Poutine lui-même, plus que du Kremlin, hein, je ne me trompe pas, Samantha, c'est bien ça. Le fait qu'elle parle à Reuters, est-ce que ça, c'est un élément qui est... Parce qu'évidemment, elle ne parle pas seule, enfin, manifestement, effectivement, Samantha a raison, à un moment, il y en a un qui dit il dira qu'on a gagné, Poutine dira qu'on a gagné, que l'OTAN nous a attaqués, que nous avons gardé notre souveraineté, que nous avons un couloir terrestre vers la Crimée, ce qui est vrai. Et Reuters écrit voilà ce que nous déclare l'un d'eux, donnant sa propre analyse. Bon, c'est l'analyse, c'est pas sa propre analyse. A priori, on a bien compris c'est au moins tamponné, si ce n'est sur commande. Mais donc pourquoi Reuters aussi? Pourquoi ce média-là? S'adresser effectivement aux Occidentaux et plus précisément aux Anglo-Saxons. Souvenez-vous la fameuse interview de l'ancien chef d'état-major ukrainien, c'était à The Economist. Quand on veut, en fonction de la cible qu'on veut atteindre dans les déclarations, on choisit le média qui vous paraît le plus approprié. Mais effectivement, c'est pour que reste toujours dans cette atmosphère le fait que Vladimir Poutine est celui qui veut la paix et que si ça ne fonctionne pas, c'est en effet la faute de l'autre camp, et de rappeler l'échec du début, en effet, des négociations au tout début de la guerre, etc., etc. Et c'est d'autant plus important que les Russes disent précisément que cette conférence qui va se dérouler en Suisse, en gros, ne servira à rien puisque eux-mêmes n'y seront pas. Et que le jour où il faudra parler de paix en Ukraine, il faudra que les Russes y soient. Donc c'est une manière de s'inviter quand même dans le paysage médiatique, diplomatique et politique à l'approche de cette fameuse conférence, c'est-à-dire que les Russes y sont quand même. C'est objectivement pas idiot. C'est vrai qu'on ne peut pas négocier une paix en Ukraine sans les Russes. Mais bien sûr, on négociera, vraiment, il faudra que les Russes soient là. Vous ne négociez jamais avec un ami, vous négociez forcément avec votre ennemi. L'autre chose, c'est que ça n'empêche pas que Vladimir Poutine attende aussi l'élection, si tant est que ce soit Donald Trump qui soit élu, mais de Donald Trump. Et justement, ça favorisera à ce moment-là une solution du conflit éventuellement avec Donald Trump, qui aura à cœur de dire, voyez, l'autre nulard là de Biden, il n'a jamais rien réussi à faire. Moi, j'arrive à la Maison Blanche et on va pouvoir trouver une solution qui sera d'autant plus facile à vendre par Donald Trump aux opinions publiques occidentales s'il peut dire, mais voyez, en plus Vladimir Poutine, il l'a dit, enfin il l'a fait savoir à maintes reprises qu'en fait il était prêt à discuter de la paix. Donc vous voyez, c'est à différents niveaux. C'est par rapport, je pense, à cette fameuse conférence qui arrive en Suisse, et puis aussi ce qui pardon, je suis un peu déconcentrée. L'élastique qui a une barrette qui vient de sauter en l'air, Bénédicte. Donc juste avant cette conférence sur la paix en Ukraine, et puis ça n'empêche pas effectivement de préparer le terrain au cas où ce serait Donald Trump qui soit élu aux États-Unis, même si Vladimir Poutine avait fait une déclaration en disant non, mais ce serait tellement mieux que ce soit Joe Biden qui reste parce que Donald Trump est moins prévisible. Mais bon, il a convaincu évidemment peu de monde, mais on voit bien effectivement quelle est la stratégie des Russes de toujours apparaître comme étant le good guy contrairement au bad guy. Oui. Pardon. Pardon. Vous avez une analyse générale ou pas, ou je lance la pub?
Oui, j'en ai une. Alors, Non, globalement, moi je partage tout ce qu'il a dit en termes d'analyse, mais moi je vais essayer de garder mon calme. Voilà, simplement, pour parler très sérieusement, pour sortir d'une guerre, il faut savoir saisir les opportunités. Et les opportunités, pour l'instant, il y en a au moins une pour Poutine, il est en position avantageuse sur le terrain, et il est capable de ne pas relâcher la pression. Je pense qu'il a compris qu'il ne pouvait pas gagner. C'est-à-dire qu'il ne fera pas la conquête de l'ensemble des 4 oblasts qu'il espérait, qu'il ne fera pas tomber Kiev, et que c'est une guerre qui va durer. Et avec tout ce qui a été dit précédemment, auquel j'abonde totalement, il y a un moment où le coût de la guerre va être terrible, si important, que de toute façon, il sera mis en difficulté un jour ou l'autre. Donc on est bien dans une situation où finalement, il a l'avantage sur le terrain, partiellement, mais il l'a, c'est une réalité. Donc il doit en profiter, et je crois que pour toute sortie de guerre, pour un homme politique qui est en guerre, c'est de trouver cette opportunité pour ne pas perdre la face. Et finalement, de l'autre côté, je ne vois pas Zelensky faire ce type de proposition, puisque si jamais il l'avait faite, Zelensky, c'est qu'il aurait perdu. Donc c'est un moyen comme un autre. Alors on pourra toujours faire tous les calculs qu'on peut, machiavéliques, que derrière il va mentir, très bien, possible. Mais pour l'instant, le fait est là, il a une situation avantageuse sur le terrain, il en profite pour ouvrir une possibilité, que ce soit sincère ou pas, c'est un autre sujet, mais voilà, on va voir si ça va être saisi. Samantha ? Non, mais il y a autre chose aussi, à mon avis, c'est que peut-être que Poutine a aussi peur de ce qui se passe dans l'armée, parce que on voit tous ces remaniements, toutes ces arrestations, ces personnes qui finalement, qui sont pas plus corrompues que les autres. Dans l'armée russe, ils sont tous corrompus. On va en parler avec Magali d'ailleurs tout à l'heure. C'est ça qui lui fait peur. Voilà. Et est-ce que Poutine n'a pas aussi, est-ce que l'armée n'est pas en train de lui dire bon maintenant ça suffit, on perd trop d'hommes, ça coûte trop cher. Je suis d'accord. Et peut-être que Poutine a peur aussi. Et il y a une possibilité que cette fuite dans Reuters ne soit pas un aveu de force, mais plutôt un aveu de faiblesse. Et que finalement, le fait que les Occidentaux expliquent qu'ils ne lâcheront pas l'Ukraine, il a commencé à l'intégrer peut-être aussi, tout simplement. C'est possible, mais il sent aussi une faiblesse chez les Occidentaux. Et c'est là où les enjeux à la conférence de paix, à mon avis, vont être énormes. Parce que pour que l'Ukraine puisse vraiment continuer à repousser la Russie, il faudra beaucoup plus d'aide de la part de l'Occident. Et l'Occident, est-ce que l'Occident est prêt à faire ça ? Parce que si l'Occident est prêt à continuer à donner de l'aide au compte-gouttes aux Ukrainiens pour qu'ils finalement ils ralentissent l'avancée des Russes et continuent à mourir par dizaines de milliers, franchement, eh bien, il y a certaines personnes qui diront peut-être qu'il vaut mieux que ça s'arrête maintenant, quitte à souffler un peu, parce que l'accusation qu'on fait toujours à Poutine, c'est que oui, il va faire la paix, il va souffler un peu. Mais peut-être que l'Occident a besoin de souffler un petit peu. Peut-être que l'Ukraine a besoin de souffler un petit peu pour mieux se défendre quand il ira plus loin. C'est de dire, est-ce qu'il veut geler le front ou est-ce qu'il veut régler le conflit ? C'est ça. Dans l'article, c'est marqué de geler. C'est ça. Et on utilise le mot geler. Et il y a des conflits dans l'ex-URSS qui sont gelés depuis 35 ans. Ça va bientôt faire des dinosaures qui sont gelés depuis des millions d'années.